Le bruit de la pluie contre les fenêtres de notre appartement de la Croix-Rousse m'a toujours apaisée. Mais aujourd'hui, il ne faisait qu'amplifier le silence pesant qui planait entre Amélie et moi. Ma fille de 17 ans était assise à la table de la cuisine, remuant distraitement le petit déjeuner que j'avais préparé avec tant de soin. Ses yeux noisettes, si semblables aux miens, évitaient mon regard depuis des semaines. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais comme toujours, j'ai ravalé mes inquiétudes et fait comme si tout allait bien. Lyon s'éveillait dehors, ses bâtiments historiques se dressant majestueusement sous le ciel gris. Mais à l'intérieur, je me sentais comme si nous étions piégés dans une bulle de tension que je ne savais comment crever. Ma routine de bibliothécaire m'offrait une échappatoire. Mais ici, dans ce petit espace que nous appelions notre foyer, chaque silence criait plus fort que n'importe quel mot non dit entre nous. « Maman, je sais pour les lettres. » Les mots d'Amélie transpercèrent l'air comme une lame affûtée, faisant chavirer mon cœur. Elle leva les yeux, et j'y vis un mélange de colère et de déception qui me glaça complètement. « Je les ai trouvés dans ton armoire hier, en cherchant mon manteau à emprunter. » Ma gorge se serra. 20 lettres soigneusement cachées depuis des années, toutes de son père qu'elle croyait avoir abandonné notre famille. « Pourquoi m'as-tu caché ça ? Pourquoi as-tu menti en disant qu'il n'avait pas essayé de me contacter ?» Sa voix tremblait et je pouvais voir les larmes monter. Dehors, le brouhaha matinal de Lyon continuait normalement. Des gens se rendant au travail, des enfants allant à l'école, la vie suivant son cours pendant que ma réalité s'effondrait lentement sous les yeux de ma propre fille, qui me regardait maintenant comme si j'étais une étrangère. J'ai essayé d'expliquer, mais les mots sortaient tronqués, insuffisants. « Amélie, tu ne comprends pas. Je voulais te protéger. » Mais elle était déjà debout, les poings serrés, le visage rouge de fureur. « Protéger de quoi ? D'avoir un père ? De connaître ma propre histoire ?» Sa voix résonna dans les murs de l'appartement, et je craignis que les voisins n'entendent. « Tu m'as volé le droit de choisir !» Et puis, dans un mouvement qui me coupa plus profondément que n'importe quel mot, elle s'avança vers moi et arracha mon alliance de mon annulaire avec une force brutale. La douleur physique n'était rien comparée à ce qui vint ensuite. « Tu ne mérites pas l'amour. Tu es une menteuse égoïste qui a détruit ma vie. » L'anneau doré roula sur le parquet, produisant un son métallique qui résonna comme une cloche funéraire. Je restais paralysée, voyant ma fille courir dans sa chambre et claquer la porte avec une telle force que les tableaux tremblèrent sur les murs. Je restais là, immobile, pendant de longues minutes, regardant ma main nue, sentant le vide où l'alliance avait été pendant tant d'années. Dehors, Lyon continuait sa routine matinale, indifférent au drame qui se déroulait au 3e étage d'un immeuble discret de la Croix-Rousse. Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers ma chambre, m'arrêtant devant le tableau d'un paysage provençal qui décorait le mur depuis plus d'une décennie. D'une main tremblante, je le déplaçai, révélant un petit coffre encastré dans le mur qu'Amélie n'avait jamais remarqué. Je tapai la combinaison, sa date de naissance, et la porte métallique s'ouvrit avec un léger déclic. À l'intérieur, soigneusement organisés, se trouvaient des documents que j'avais espéré ne jamais avoir à montrer. Des rapports médicaux, des notes de thérapeute, des rapports de police et une lettre jaunie que j'avais écrite il y a des années, mais que je n'avais jamais eu le courage d'envoyer. Il était temps que ma fille connaisse toute la vérité sur l'homme qu'elle idéalisait comme le père perdu. Je frappai doucement à la porte de la chambre d'Amélie, tenant un dossier de documents contre ma poitrine. « Amélie, je dois te montrer quelque chose. S'il te plaît. » J'entendis du mouvement de l'autre côté, et après quelques minutes, la porte s'ouvrit, révélant ma fille, les yeux rouges d'avoir pleuré. Elle vit le dossier dans mes mains et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle, la voix encore pleine de ressentiment.
La vérité complète sur ton père, répondis-je, lui tendant les documents. Tout ce que tu as besoin de savoir sur pourquoi j'ai pris les décisions que j'ai prises. Elle hésita, mais finit par prendre le dossier. Prendre-le. Nous nous assîmes sur son lit, côte à côte, pendant qu'elle ouvrait le premier document. Un rapport médical datant du jour où j'étais arrivée à l'hôpital avec des ecchymoses au visage et des côtes cassées. Je vis ses yeux s'écarquiller en lisant, son expression passant progressivement de la colère au choc, puis à quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. Le silence revint entre nous. Mais cette fois, il était différent, chargé de révélations douloureuses qui pouvaient enfin être digérées. « Maman, je ne savais pas. » La voix d'Amélie n'était qu'un murmure lorsqu'elle eut fini de lire le dernier document, ma lettre jamais envoyée, expliquant pourquoi je devais la protéger d'un homme qui voyait la violence comme une forme de contrôle. Ses mains tremblaient en tenant les papiers et des larmes coulaient silencieusement sur ses joues. « Il t'a vraiment fait ça ?» J'acquiesçais, sentant ma propre poitrine se serrer avec les souvenirs. Et ces lettres, c'étaient des menaces déguisées en amour, des promesses qu'il changerait suivies de menaces subtiles si je ne revenais pas. Amélie se tourna vers moi, et pour la première fois depuis des semaines, elle me vit vraiment. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ? Parce qu'une fille ne devrait pas porter le poids des erreurs de sa mère ?» répondis-je, touchant doucement son visage. « Je voulais que tu grandisses en ne connaissant que l'amour, pas la peur. » Elle se jeta alors dans mes bras, m'étreignant fort, et murmura un mot qui guérit quelque chose de profond en moi. « Pardon. » Dehors, le soleil perça enfin les nuages au-dessus de Lyon, illuminant notre petit appartement d'une lumière dorée et chaleureuse. Nous avons passé le reste de la matinée assises dans la cuisine, partageant un silence différent de celui qui nous hantait depuis des semaines. Amélie tenait une tasse de chocolat chaud entre ses mains, regardant par la fenêtre les rues pavées qui descendaient vers le Rhône. « Maman, tu l'aimes toujours ?» La question me prit au dépourvu, et il me fallut quelques secondes pour organiser mes pensées. « J'ai aimé celui que je croyais qu'il était, » répondis-je honnêtement. « Mais cet homme n'a jamais réellement existé. C'était un masque qu'il portait pour me conquérir. » Amélie acquiesça lentement, assimilant. Les lettres que j'ai trouvées, elles semblaient si romantiques au début. Les manipulateurs savent exactement comment paraître romantiques, expliquai-je, observant une colombe se poser sur le rebord de la fenêtre. Ton père avait le don de faire passer ses menaces pour des déclarations d'amour. Dehors, Lyon s'éveillait complètement, et je sentis que nous aussi, nous nous réveillions d'un long cauchemar. « Puis-je voir les autres lettres, celles que tu as cachées ?» demanda Amélie après un long silence. J'allai dans la chambre et rapportai la boîte où je gardais toute sa correspondance. Il y avait 23 lettres au total, reçues sur une période de 10 ans. « Lise attentivement, » prévins-je, « et dis-moi si quelque chose ne te semble pas logique. » Elle ouvrit la première, datée de seulement 6 mois après notre séparation. En lisant, je vis ses sourcils se froncer. « Il dit qu'il t'aime et qu'il veut que tu reviennes. Mais pourquoi parle-t-il de conséquences si tu ne réponds pas ?»« Parce que c'était sa façon de fonctionner, » expliquai-je en m'asseyant à côté d'elle. L'amour et la peur allaient de pair dans sa tête. J'observais ma fille assimiler chaque mot, chaque phrase chargée de manipulation émotionnelle. L'appartement était silencieux, à l'exception du tic-tac de la vieille horloge de grand-mère, marquant chaque seconde de cette découverte douloureuse, mais nécessaire pour nous deux. Amélie lut 5 lettres, avant de s'arrêter, les mains tremblant légèrement. « Maman, celle-ci, il mentionne savoir quelle école je fréquente, quel chemin je prends pour rentrer à la maison. » Mon sang se glaça en lisant la lettre qu'elle tenait.
Elle datait d'il y a 3 ans, lorsque nous avions déménagé d'appartement pour la 2e fois. Il nous surveillait, murmurai-je, sentant un frisson me parcourir l'échine. C'est pour ça que tu changeais toujours notre routine? C'est pour ça que tu ne me laissais jamais aller seule dans de nouveaux endroits? Demanda Amélie, reliant des points qu'elle avait ignorés pendant des années. J'acquiesçais, me souvenant des nuits blanches, à vérifier les serrures, des itinéraires alternatifs que j'inventais pour déjouer toute surveillance. Je pensais que tu étais trop protectrice par paranoïa, admit-elle, la voix pleine de culpabilité. En fait, tu nous protégeais d'un vrai danger. Dehors, le mouvement normal de Lyon contrastait avec l'atmosphère lourde de révélations qui planait dans notre petit appartement de la Croix-Rousse. « Pourquoi n'as-tu jamais appelé la police ?» demanda Amélie, ses mains tenant toujours l'une des lettres les plus récentes. « J'ai essayé, plusieurs fois, » répondis-je, me souvenant des frustrations. Mais il était intelligent. Il ne menaçait jamais directement. Il utilisait toujours des mots qui pouvaient être interprétés de manière ambiguë. « J'espère que toi et notre fille êtes en sécurité » pouvait être une préoccupation paternelle ou une menace voilée. Je pris l'un des dossiers du coffre et lui montrai les rapports de police. « Regarde ici. 5 plaintes classées pour insuffisance de preuves. » Il connaissait le système. Il savait exactement comment rester sur la ligne ténue entre le légal et le menaçant. Amélie lut les documents avec une indignation croissante. « C'est injuste. Comment peuvent-ils ignorer ça? » « Parce que les hommes comme ton père savent jouer le jeu, » expliquai-je, touchant son épaule. « Ils étudient les failles, exploitent les lacunes du système. C'est pourquoi j'ai dû prendre mes propres mesures pour nous protéger, même si cela signifiait paraître paranoïaque à tes yeux. » Tandis qu'Amélie absorbait chaque révélation, je décidai de lui montrer la lettre que je n'avais jamais envoyée. « J'ai écrit ceci quand tu avais 8 ans. » dis-je en lui tendant le papier jauni. « C'était pour ton père, » expliquant pourquoi j'avais coupé tout contact définitivement. Elle lut en silence, et je vis des larmes se former à nouveau dans ses yeux. « Maman, tu as écrit que tu préférais que je grandisse en te haïssant pour avoir caché la vérité plutôt que de risquer de me perdre à cause de lui. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. « Je pensais vraiment que tu me détesterais moins en me considérant trop protectrice qu'en découvrant que ton père était dangereux. » Admis-je. Ce fut la décision la plus difficile de ma vie. Amélie plia soigneusement la lettre et me la rendit. « Je comprends maintenant pourquoi tu as fait ça, mais nous promettons de ne plus avoir de secrets entre nous, d'accord ?» Je tendis ma main et elle la prit fermement. Dehors, les cloches de la basilique de Fourvière sonnèrent midi, marquant un nouveau chapitre dans nos vies, enfin basé sur la vérité complète. Après le déjeuner, nous sommes sortis ensemble pour une promenade dans les rues de la Croix-Rousse, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis des mois. Le soleil d'automne filtrait à travers les arbres, le long de la rue des Tables Claudiennes, créant des motifs dorés sur le pavé de pierre. « Tu sais, maman, » dit Amélie pendant que nous marchions, « je me suis toujours demandé pourquoi tu n'avais jamais fréquenté personne. Maintenant, je comprends que ce n'était pas parce que tu ne voulais pas, mais parce que tu avais peur. » Elle avait raison. J'avais construit des murs si hauts autour de mon cœur que je ne pouvais même pas les escalader moi-même. Peut-être est-il temps d'envisager de les abattre, suggéra-t-elle doucement. Tu mérites d'être heureuse, maman. Tu mérites un amour vrai. Ces mots résonnèrent dans mon esprit, tandis que nous observions la vue panoramique de Lyon s'étendant devant nous. Pour la première fois depuis des années, je me permis d'imaginer un futur où je ne vivrais plus constamment sur mes gardes, où je pourrais simplement être Claire, pas seulement une mère en fuite perpétuelle. Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés dans un petit café de la place de la Croix-Rousse que nous fréquentions quand Amélie était enfant. « 2 chocolats chauds, s'il vous plaît » ai-je demandé au serveur,
qui nous a reconnus et a souri chaleureusement. Amélie jouait avec les sachets de sucre sur la table, manifestement encore en train de digérer tout ce qu'elle avait découvert. « Maman, tu as des photos de lui ? D'avant… De quand c'était bien ?» La question m'a surprise. J'ai hésité avant de répondre. « J'en ai quelques-unes, dans le même coffre. Pourquoi ?» Curiosité, je suppose. C'est étrange de savoir que la moitié de mes gènes vient de quelqu'un que je ne connais qu'à travers des lettres menaçantes. J'ai compris son dilemme. Comment une jeune fille de 17 ans pouvait-elle digérer l'idée que son père biologique faisait à la fois partie d'elle et était une menace ? « Quand nous serons à la maison, je pourrai te montrer. » ai-je proposé. Mais souviens-toi, les photos ne montrent que le masque qu'il portait. La personne réelle, tu la connais déjà à travers les lettres. Le chocolat est arrivé fumant, réchauffant nos mains gelées par le froid lyonnais. « Tu sais ce qui me trouble le plus ?» dit Amélie, soufflant sur son chocolat pour le refroidir. J'ai toujours fantasmé sur le fait de le rencontrer, sur le fait qu'il apparaisse à la porte et se révèle être ce père merveilleux qui était juste… je ne sais pas, perdu ou confus. Ces mots m'ont brisé le cœur parce que je savais exactement ce qu'elle ressentait. C'est naturel de romantiser ce que l'on ne connaît pas, répondis-je doucement. Surtout quand il s'agit d'un père absent. Notre esprit remplit les espaces vides avec les meilleures possibilités. Elle hocha la tête, remuant son chocolat pensivement. Mais maintenant, je sais que ma fantaisie protégeait quelque chose de beaucoup plus sombre. J'ai observé ma fille mûrir sous mes yeux, traitant des vérités douloureuses avec une sagesse qui m'impressionnait. Dehors, des étudiants de l'école supérieure passaient en riant, leur voix résonnant dans les rues étroites. La vie continuait normalement pour tous, sauf pour nous deux, qui reconstruisions notre réalité, une conversation à la fois. De retour à l'appartement, j'ai montré à Amélie les 5 photos que j'avais gardées. 2 de notre première rencontre, une du jour où j'ai découvert que j'étais enceinte, et 2 de quand elle était bébé, avant que tout ne s'écroule. Il a l'air… normal, observa-t-elle, étudiant une photo où il tenait sa minuscule main quand elle n'avait que 3 mois. Même gentil. Et il l'était, à ces moments-là, admis-je. Le problème avec les gens comme ça, c'est qu'ils ne sont pas des monstres tout le temps. S'ils l'étaient, il serait facile de les identifier et de fuir. Mais ils alternent entre charme et cruauté, de manière imprévisible. Amélie toucha la photo délicatement. « J'ai ses yeux », murmura-t-elle, « et la forme du visage aussi. Ça me dérange maintenant. »« Tu as beaucoup plus de la famille de ma mère, » l'assurai-je. « Et surtout, tu as ton propre caractère. Les gènes ne déterminent pas qui nous sommes. » Elle sourit pour la première fois depuis des jours. Un sourire authentique qui illumina tout l'appartement, comme le soleil perçant, enfin, les nuages lourds de Lyon. Ce soir-là, alors que je préparais le dîner, Amélie s'est proposée pour m'aider, chose qui n'était pas arrivée depuis des mois. Nous avons travaillé côte à côte dans la petite cuisine, coupant des légumes et parlant de choses banales, comme si nous retrouvions une normalité qui s'était perdue au milieu des secrets et des tensions. « Maman, je peux te poser une question difficile ?» dit-elle en épluchant des pommes de terre. « Tu fais encore des cauchemars à cause de lui ?» La question me prit au dépourvu, mais je décidai d'être complètement honnête. « Oui, parfois, surtout quand je reçois des lettres ou quand quelque chose me rappelle le passé, mais ça s'améliore avec le temps. »« Je le savais, » dit-elle doucement. « Parfois, je t'entends te réveiller au milieu de la nuit. Je pensais que c'était le travail ou des soucis pour moi. » Nous avons arrêté de cuisiner un instant, nous regardant à travers la cuisine. « Désolée d'avoir porté ce poids seul si longtemps, » murmurai-je.
Et je m'excuse de t'avoir blâmé sans connaître toute l'histoire, répondit-elle. L'arôme du ratatouille que nous préparions ensemble emplit l'appartement de chaleur et de confort. Pendant le dîner, Amélie me surprit avec une proposition inattendue. « Je pense que nous devrions chercher un avocat, » dit-elle, mâchant pensivement, pour formaliser une ordonnance d'éloignement contre lui. Ces lettres sont des preuves suffisantes, n'est-ce pas? J'ai été impressionnée par sa maturité et sa détermination. J'ai déjà essayé, mais peut-être que maintenant, avec toi comme témoin des effets psychologiques. Exactement. Et je serai majeure dans 6 mois. Je peux parler pour moi-même et dire que je ne veux aucun contact avec lui. Sa détermination me remplit de fierté et d'espoir. En plus, continua-t-elle, je pense que tu devrais envisager une thérapie. Non pas parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi, mais parce que tu mérites de l'aide pour digérer tout ça. Et peut-être, quand tu te sentiras prête, permettre à quelqu'un de spécial d'entrer dans nos vies. J'ai souri, touchée par sa préoccupation. Quand es-tu devenue si sage? Demandai-je. J'ai appris de la meilleure, répondit-elle en clignant de l'œil. Dehors, les lumières de Lyon commençaient à s'allumer, créant une mosaïque dorée qui se reflétait dans le Rhône. Avant de dormir, Amélie vint dans ma chambre avec quelque chose dans les mains. C'était mon alliance, qui avait roulé sous le canapé après qu'elle l'eût arrachée de mon doigt quelques heures plus tôt. « Je crois que ça t'appartient, » dit-elle, tendant l'anneau doré. « Mais cette fois, je veux que tu la portes parce que tu l'as choisi, pas parce que tu te sens obligée. » Je pris l'alliance et l'observai à la lumière douce de la lampe de chevet. Elle était simple, mais elle avait été un symbole d'espoir lorsque je l'avais achetée il y a des années. Non pas de mariage, mais de nouveau départ, d'engagement envers moi-même et envers Amélie. « Tu as raison, » dis-je en la glissant de nouveau à mon doigt. « Cette alliance représente notre famille, notre force, notre survie, et cela vaut bien plus que n'importe quel symbolisme matrimonial. » Amélie s'assit sur le bord du lit. « Demain est un nouveau jour, maman, pour nous deux. »« Oui, » acquiesçai-je, « c'est le premier jour du reste de nos vies, sans secret, sans peur, juste nous deux contre le monde. » Elle m'embrassa sur le front et murmura « Bonne nuit » avant de retourner dans sa chambre. Lyon s'endormait dehors, et pour la première fois depuis des années, je dormirais aussi en paix. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans la salle d'attente du cabinet d'avocats Martinet & Associés, au centre de Lyon. Amélie tenait fermement ma main, sa présence me donnant un courage que je ne savais pas posséder. « Madame Moreau ?» appela la secrétaire. « Maître Martinet peut vous recevoir maintenant. » Nous nous sommes levés ensemble et avons traversé l'élégant couloir jusqu'à une salle avec vue sur la place Bellecour. Nous avons analysé toute la documentation que vous avez apportée, dit l'avocat, un homme d'âge moyen, aux cheveux gris et à l'expression sérieuse. Nous avons une base solide pour une ordonnance d'éloignement définitive. Les lettres constituent un harcèlement continu et le comportement menaçant est bien documenté. Je sentis un immense soulagement envahir ma poitrine. « Combien de temps cela prendra-t-il » demandai-je. « Entre 4 et 6 semaines pour le processus complet, mais je peux demander une mesure conservatoire immédiate. » Amélie me serra la main et je vis des larmes de soulagement dans ses yeux. Enfin, nous avions une solution légale à notre situation. La première séance de thérapie fut plus difficile que je ne l'avais imaginé. Le docteur Rousseau, une psychologue recommandée par Maître Martinet, avait un cabinet chaleureux rue de la République. « Claire, vous avez passé des années en état d'hypervigilance, » expliqua-t-elle après avoir écouté mon histoire. « Il est naturel que vous vous sentiez épuisée maintenant que vous pouvez baisser la garde. » Ces mots avaient du sens. J'avais vécu si longtemps en mode survie que je ne savais plus comment simplement vivre.
La première étape est de reconnaître que vous n'êtes pas responsable de ces actions, ni des conséquences de vous être protégé. J'ai pleuré pendant cette séance. Des larmes que je retenais depuis des années ont finalement trouvé leur chemin. Amélie m'a dit que je devais envisager de m'ouvrir à une relation future. Confessai-je. Mais comment puis-je faire confiance à nouveau à quelqu'un? Un pas à la fois. Le docteur Rousseau sourit gentiment. D'abord, nous allons travailler à reconstruire votre estime de soi. L'amour-propre est la base de toute relation saine. Je sortis du cabinet en me sentant étrangement plus légère. 1 mois plus tard, l'ordonnance d'éloignement était approuvée. Amélie célébra en préparant mon plat préféré, le coq au vin, qu'elle avait appris à cuisiner en regardant des vidéos sur YouTube. Pour célébrer notre liberté officielle, déclara-t-elle solennellement en servant le vin. Nous avons ri ensemble, quelque chose que nous n'avions pas fait depuis longtemps. « Tu sais, maman, j'ai une confession, » dit-elle entre 2 bouchées. « Quoi ?» Je savais en quelque sorte que quelque chose n'allait pas avec l'histoire de papa. Tes réactions semblaient toujours trop intenses pour quelqu'un qui était simplement parti. Je fus surprise. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit? Parce que je voyais à quel point tu devenais tendue quand je posais des questions. J'ai imaginé que, si c'était important, tu me le dirais quand tu serais prête. Sa maturité m'impressionnait constamment. En plus, continua-t-elle, je te fais confiance. Je t'ai toujours fait confiance, même quand j'étais en colère. À ce moment-là, je réalisais que j'avais élevé une fille incroyable, forte, intuitive et pleine d'empathie. À la bibliothèque où je travaille, j'ai commencé à remarquer des changements subtils en moi-même. Je souriais davantage aux usagers, participais aux conversations dans la salle du personnel, et j'ai même accepté l'invitation au happy hour du vendredi, que je refusais toujours auparavant. « Tu es différente, Claire », commenta Marie, ma collègue depuis 5 ans. « Plus présente, si je puis dire. » Elle avait raison. Je ne regardais plus constamment par-dessus mon épaule ou ne vérifiais plus mon téléphone toutes les 5 minutes. L'hypervigilance diminuait progressivement. Pendant le déjeuner, l'un des nouveaux bibliothécaires, Henri, se joignit à notre table. Il était gentil, avec des yeux aimables et un sourire facile. Quand il rit d'une blague que j'ai faite sur la catalogisation, j'ai ressenti une petite étincelle. Pas de la passion, mais de la possibilité. Pour la première fois depuis des années, laisser un homme s'approcher ne me causait pas une panique immédiate. C'était un petit progrès, mais significatif. « Tu veux prendre un café après le travail ?» demanda-t-il avec désinvolture. Je pris une profonde inspiration. « J'adorerais !» répondis-je, me surprenant par mon propre courage. Henri et moi nous sommes retrouvés dans un café près de la bibliothèque, avons parlé de livres, de films et de la beauté automnale de Lyon. Il était divorcé, père d'un garçon de 12 ans, et avait récemment déménagé à Lyon pour un nouveau départ. « Puis-je être directe ?» demandai-je après 2 tasses de café. « Je sors d'une situation compliquée et je ne cherche rien de sérieux pour le moment. »« L'honnêteté » sourit-il. « J'adore ça. Moi aussi, je me concentre sur la reconstruction de ma vie après un divorce difficile. Que dirais-tu d'être juste des amis qui prennent un café et discutent de littérature ? » « Parfait !» répondis-je, sentant un poids quitter mes épaules. Nous avons marché ensemble jusqu'à la station de métro, et quand nous nous sommes séparés, il m'a délicatement embrassé la joue. « À lundi, Claire !» Ce fut un geste simple, mais il marqua un moment important. J'avais passé 2 heures détendues, en compagnie d'un homme sans une seule fois pensé à des menaces ou des dangers. Le progrès était réel, tangible, et il se produisait un petit pas à la fois. 6 mois plus tard, notre vie avait trouvé un nouveau rythme. Amélie se préparait pour le baccalauréat
et parlait avec enthousiasme d'étudier la psychologie à l'université. Inspirée par notre propre chemin de guérison, comme elle disait, Henri était devenu un ami proche, quelqu'un avec qui je pouvais partager des rires et des conversations profondes, sans pression romantique. Le docteur Rousseau m'a aidé à comprendre que guérir ne signifie pas oublier, mais apprendre à porter les expériences de manière à ce qu'elles ne définissent pas complètement qui nous sommes. Un après-midi de printemps, Amélie et moi étions sur la terrasse de notre appartement, observant le coucher de soleil peindre Lyon en doré. « Maman, as-tu des regrets ?» demanda-t-elle. J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Je regrette d'avoir mis si longtemps à te faire confiance avec la vérité, mais je ne regrette pas de t'avoir protégée. Et je ne regrette pas de t'avoir crié dessus ce jour-là, admit-elle, parce que c'est ce qui nous a menés ici, à l'honnêteté totale. Nous avons toutes les deux souri, observant Lyon respirer tranquillement sous nous. Notre ville, notre foyer, notre nouvelle vie construite sur la vérité et l'amour inconditionnel.